Année 1988. Vallée du Panjshir en Afghanistan. Des soldats observent une position ennemie solidement fortifiée, convaincus d'assister à une frappe d'artillerie ordinaire, jusqu'au moment où la montagne elle-même semble respirer une dernière fois avant de disparaître. Aucun sifflement d'obus, aucune pluie d'éclats métalliques, seulement une lumière brutale suivie d'un souffle invisible qui écrase tout. En moins d'une seconde, des abris creusés dans la roche cessent d'exister, et l'air devient une arme. Ceux qui regardent comprennent immédiatement qu'ils viennent de voir quelque chose qui ne devait pas être vu. Le silence qui suit frappe davantage que l'explosion elle-même. Là où quelques instants plus tôt se trouvaient des bunkers, des entrées de tunnels et des postes de tir, il ne reste qu'une surface brûlée et immobile. Les soldats échangent des regards incrédules, incapables d'expliquer ce qu'ils viennent de vivre, car aucune arme connue ne produit un tel effet. Officiellement, ce système n'existe pas encore, et pourtant il vient d'entrer dans l'histoire du combat moderne sous une forme que le monde découvrira seulement une décennie plus tard. Pour comprendre comment une telle arme a vu le jour, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où la rivalité entre les grandes puissances ne se jouait pas seulement sur les missiles nucléaires, mais aussi sur des moyens capables de transformer le champ de bataille sans déclencher une guerre totale. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine cherchait un moyen rapide de dégager des zones entières de jungle afin d'y créer des plateformes pour hélicoptères. Les ingénieurs militaires expérimentèrent alors une idée radicale, consistant à utiliser un mélange de carburant et d'air pour produire une onde de choc d'une puissance inhabituelle. Très vite, les chercheurs comprirent que la véritable efficacité de cette technologie ne résidait pas dans la destruction des arbres, mais dans son comportement à l'intérieur d'espaces fermés. Lorsque le mélange explosait dans des tunnels ou des bunkers, la survie devenait presque impossible. Contrairement aux explosifs traditionnels qui transportent leur propre oxydant, ce nouveau principe utilisait l'oxygène présent dans l'atmosphère, permettant de libérer une énergie bien supérieure pour une masse équivalente. Le fonctionnement était aussi simple que terrifiant. Une première charge dispersait un nuage d'aérosols combustibles qui s'infiltrait partout, passant par les fenêtres, les fissures, les conduits d'aération et les moindres ouvertures invisibles à l'œil humain. Une fraction de seconde plus tard, une seconde détonation enflammait l'ensemble du nuage, créant une boule de feu suivie d'une onde de pression prolongée. Les poumons étaient comprimés, puis vidés brutalement d'air, tandis que la température atteignait des niveaux capables d'embraser instantanément tout matériau organique. Les stratèges soviétiques observaient ces expériences avec une attention extrême. Ils comprenaient que cette technologie offrait une solution à un problème ancien du combat terrestre, celui des ennemis retranchés dans des positions impossibles à atteindre par l'artillerie classique. À la fin des années 70, dans un bureau d'études de la ville d'Omsk, une idée audacieuse prit forme. Plutôt que de créer une simple munition, les ingénieurs proposèrent un système entier capable de lancer rapidement plusieurs roquettes thermobariques sur une zone précise. Le défi principal n'était pas la puissance, mais la distance. Les roquettes thermobariques perdaient leur efficacité à longue portée, ce qui obligeait le lanceur à s'approcher dangereusement de la ligne de front. À une distance d'environ 3,5 km, n'importe quel véhicule devenait vulnérable aux missiles anti-chars et aux lance-roquettes portatifs. Concevoir une arme aussi destructrice signifiait donc résoudre un paradoxe fondamental, protéger l'équipage tout en rapprochant la machine du danger. La solution adoptée surprit même certains officiers expérimentés. Les ingénieurs décidèrent d'installer le système sur le châssis d'un char de combat T-72, offrant un blindage capable de résister aux éclats d'artillerie et aux tirs d'armes lourdes. Cette décision transforma complètement la nature du projet. L'arme ne serait pas une simple artillerie mobile, mais un lanceur blindé capable d'avancer avec les unités mécanisées. Au sommet du véhicule fut installée une structure rectangulaire composée de 30 tubes de lancement de calibre 220 mm. Sa silhouette inhabituelle attira immédiatement l'attention des soldats qui la découvrirent lors des premiers essais. Beaucoup trouvèrent qu'elle ressemblait au personnage d'un conte populaire au long nez, surnommé Buratino, et ce nom resta attaché au système malgré sa désignation officielle de système de lance-flammes lourd. Les concepteurs imposèrent des exigences presque irréalistes. L'ensemble des 30 roquettes devait être tiré en moins de 15 secondes, afin de saturer la zone avant que l'ennemi ne puisse se disperser.
Après l'arrêt du véhicule, le système devait être prêt à tirer en moins d'1 minute et demie. Pour atteindre cet objectif, un système de conduite de tir avancé fut développé, combinant télémètre laser et calculateur balistique capable d'ajuster automatiquement l'angle de tir selon la distance, la météo et le relief. Chaque roquette mesurait plus de 3 mètres et pesait plus de 170 kg. Une salve complète couvrait une surface équivalente à plusieurs terrains de football, transformant instantanément la zone en espace invivable. Pourtant, malgré son potentiel, l'arme resta entourée d'un secret absolu pendant toute la décennie 1980. Même de nombreux officiers soviétiques ignoraient son existence, tandis que les analystes occidentaux ne soupçonnaient rien. Pendant que le monde poursuivait la course aux armements visibles, des équipages sélectionnés s'entraînaient discrètement sur des terrains isolés, apprenant à utiliser une machine dont les effets impressionnaient même les vétérans les plus endurcis. Tous savaient qu'un jour viendrait où cette arme quitterait les exercices pour entrer dans une guerre réelle. Mais personne ne pouvait encore imaginer à quel point son premier engagement allait bouleverser les règles du combat en terrain montagneux. Au début de l'année 1988, l'ordre arriva enfin. Les véhicules furent transportés de nuit vers l'Afghanistan sous un secret total, et les soldats reçurent l'instruction formelle de ne jamais parler de ce qu'ils allaient voir. La vallée du Panjshir, réputée imprenable, allait devenir le théâtre d'une expérience militaire dont les conséquences dépasseraient toutes les prévisions. Tout était prêt pour le premier tir réel, et lorsque les équipages verrouillèrent leur cible au fond des montagnes, personne ne savait encore si cette arme révolutionnaire confirmerait les espoirs de ses concepteurs ou révélerait une faiblesse fatale au moment le plus critique. La nuit recouvrait encore les montagnes lorsque les équipages reçurent l'ordre d'avancer vers leur position de tir. Aucun projecteur n'était autorisé, aucun échange radio inutile ne devait trahir leur présence. Les véhicules progressaient lentement sur des pistes étroites, guidés uniquement par des repères préalablement mémorisés et par la lueur pâle du ciel afghan. Chaque membre d'équipage savait que la mission dépassait une simple opération militaire, car il s'agissait d'un test grandeur nature d'un système dont dépendait l'avenir d'un programme entier tenu secret depuis des années. Contrairement aux frappes habituelles, la préparation ne ressemblait à rien de connu. Les observateurs avancés avaient passé des semaines à cartographier les entrées de grottes, les réseaux de tunnels et les zones de ravitaillement dissimulées dans les falaises. L'ennemi utilisait la géographie comme une forteresse naturelle, disparaissant sous la roche dès l'apparition d'avions ou d'artillerie lourde. Les attaques précédentes avaient échoué précisément pour cette raison, car les explosions conventionnelles frappaient la surface sans atteindre ceux qui se trouvaient profondément abrités. Lorsque les véhicules atteignirent leurs points assignés, les équipages restèrent enfermés dans le blindage, effectuant toutes les opérations depuis l'intérieur. Le calculateur balistique entra en action, recevant les coordonnées et ajustant automatiquement les paramètres de tir. Pour les soldats, cette phase semblait presque irréelle tant elle contrastait avec les méthodes classiques exigeant une longue préparation extérieure sous le feu potentiel de l'adversaire. Le commandant donna l'autorisation finale. Les lanceurs s'inclinèrent lentement vers les montagnes sombres. Puis, en quelques secondes seulement, la salve complète partit, transformant la nuit en une succession d'éclairs continus. Les roquettes filèrent vers leur cible avec une trajectoire tendue, disparaissant derrière les crêtes avant que le bruit n'atteigne les positions d'observation. L'effet ne fut compris qu'après coup. Des colonnes de poussière s'élevèrent d'abord sans explosion visible, comme si la montagne expirait brutalement. Ensuite survint une expansion fulgurante de flammes, suivie d'une onde de pression prolongée qui parcourut les vallées adjacentes. Les entrées de cavernes s'effondrèrent, mais le phénomène le plus marquant resta l'absence de résistance immédiate. Les positions qui, habituellement, répondaient par des tirs nourris demeurèrent silencieuses. Les unités d'infanterie envoyées en reconnaissance découvrirent un spectacle déroutant. Les structures internes des complexes souterrains avaient été ravagées bien au-delà des zones d'impact direct. Les couloirs sinueux, autrefois considérés comme imprenables, étaient devenus des pièges fermés où l'onde de choc avait circulé sans obstacle. Les combattants ennemis, protégés contre l'artillerie classique, n'avaient trouvé aucun refuge contre un phénomène qui utilisait l'air lui-même comme vecteur destructeur. Les rapports transmis au commandement dépassaient les attentes les plus optimistes. Les officiers notèrent que des positions restées intactes après des bombardements aériens répétés avaient été neutralisées en une seule intervention.
Cette efficacité modifia immédiatement la manière dont les opérations furent planifiées dans la région. Plutôt que d'engager des combats prolongés dans les montagnes, les forces commencèrent à cibler systématiquement les zones souterraines identifiées comme centres logistiques ou points de commandement. Cependant, l'utilisation de ce système imposait une discipline extrême. Après chaque tir, les véhicules devaient quitter la zone sans délai afin d'éviter une contre-attaque. Les équipages exécutèrent des manœuvres de retrait rapides, profitant de la protection du châssis blindé pour se repositionner avant que l'adversaire ne puisse déterminer l'origine exacte des frappes. Cette mobilité devint un élément clé de la survie du système sur un terrain où chaque sommet pouvait cacher un observateur armé. Au fil des semaines, les opérations se multiplièrent. Les soldats commencèrent à remarquer un changement psychologique chez leurs adversaires. Certaines positions étaient abandonnées avant même l'engagement direct, signe que la réputation de l'arme se propageait plus vite que toute information officielle. L'incertitude quant à la nature exacte de ces explosions alimentait des rumeurs exagérées, renforçant l'effet dissuasif bien au-delà de la destruction matérielle. Malgré ces résultats, le secret restait absolu. Les documents opérationnels étaient classifiés immédiatement après chaque mission et les équipages recevaient l'ordre strict d'éviter toute description précise dans leur communication personnelle. Même au sein des forces armées, seuls quelques cercles restreints comprenaient réellement ce qui était utilisé dans les montagnes afghanes. Vers la fin de l'année 1988, l'arme participa à des actions intégrées dans une offensive plus large visant à sécuriser des axes stratégiques avant le retrait progressif des troupes soviétiques. Dans ces opérations, le système ne servait plus seulement à détruire des positions isolées, mais à ouvrir des passages permettant aux unités mécanisées d'avancer sans subir d'embuscades prolongées. Cette évolution démontra que le concept dépassait largement celui d'un simple lance-roquettes spécialisé. Pour les équipages, chaque mission restait pourtant une épreuve nerveuse. La courte portée obligeait toujours à s'approcher dangereusement du front, et la moindre erreur de positionnement pouvait transformer le véhicule en cible prioritaire. La tension constante renforçait la cohésion des équipes, conscientes que leur efficacité dépendait d'une coordination parfaite entre observation, calcul et retrait rapide. Lorsque les opérations en Afghanistan commencèrent à diminuer, les machines furent retirées aussi discrètement qu'elles étaient apparues. Aucun défilé, aucune annonce officielle ne marqua leur départ. Elles retournèrent dans des bases éloignées, rangées dans des hangars fermés, tandis que le conflit entrait dans sa phase finale. Pour la majorité du monde, ces événements n'avaient jamais existé. Mais au sein des états-majors militaires, une conclusion s'imposait déjà silencieusement. Une nouvelle catégorie d'armes venait de prouver qu'elle pouvait modifier l'équilibre d'un champ de bataille entier sans nécessiter de frappes massives prolongées. Restait une question inquiétante, que personne n'osait encore formuler ouvertement. Comment un tel système se comporterait-il non plus dans les montagnes isolées, mais au cœur d'une grande ville, remplie de bâtiments, de sous-sols et de rues étroites, prêtes à amplifier encore ses effets. Tout allait rester immobile pendant plusieurs années, jusqu'au moment où une nouvelle guerre obligerait les stratèges à ressortir cette arme oubliée pour l'employer dans un environnement bien plus dangereux que les vallées afghanes. Pendant presque une décennie, les véhicules restèrent invisibles pour le reste du monde. Stationnés loin des regards, entretenus par des équipes réduites et soumis à des inspections régulières, ils semblaient appartenir à une catégorie d'armes conçues pour une guerre qui n'arriverait peut-être jamais. Pourtant, à la fin des années 1990, une nouvelle crise éclata et transforma brutalement leur statut. Cette fois, le terrain d'opération n'était plus une vallée isolée, mais une ville entière devenue champ de bataille. Grozny apparaissait alors comme un labyrinthe hostile, où chaque immeuble pouvait dissimuler une embuscade. Les combats précédents avaient démontré qu'envoyer des colonnes blindées directement dans les rues étroites menait à des pertes catastrophiques. Les défenseurs utilisaient les sous-sols, les étages supérieurs et les passages improvisés pour attaquer, puis disparaître avant toute riposte efficace. Les commandants comprirent rapidement que la puissance brute ne suffisait pas, car l'ennemi exploitait la verticalité urbaine mieux que n'importe quelle armée conventionnelle. La stratégie changea radicalement. Au lieu d'avancer rapidement vers le centre, les forces engagées commencèrent par isoler la ville et réduire progressivement les zones fortifiées. L'objectif n'était plus la vitesse,
mais la neutralisation systématique des positions impossibles à prendre d'assaut sans perte massive. C'est dans ce contexte que les lanceurs thermobariques furent réactivés et préparés pour un environnement totalement différent de celui des montagnes. Les équipages découvrirent immédiatement une difficulté inattendue. Dans un espace urbain dense, la distance de sécurité devenait encore plus critique. Les rues limitaient les axes de retrait, tandis que les immeubles offraient de multiples points de tir aux adversaires équipés d'armes anti-chars portatives. Chaque déplacement nécessitait une coordination minutieuse avec l'infanterie chargée de sécuriser les approches. Lorsque le système entra en action pour la première fois dans la ville, l'effet dépassa de nouveau les prévisions. Les roquettes frappèrent des blocs fortifiés transformés en centres de résistance. Les structures absorbèrent l'impact initial, mais l'onde thermobarique pénétra à l'intérieur par les ouvertures, les escaliers et les conduits techniques. Les explosions secondaires provoquées par les munitions stockées à l'intérieur amplifièrent encore la destruction, rendant certaines positions inutilisables en quelques instants. Les unités d'assaut envoyées après les frappes constatèrent une réduction spectaculaire de la résistance. Là où plusieurs heures de combats rapprochés auraient été nécessaires auparavant, les avancées se faisaient désormais avec une opposition fragmentée et désorganisée. Cette efficacité transforma progressivement le rôle du système, qui devint un outil destiné à préparer le terrain plutôt qu'à soutenir directement l'infanterie pendant le combat. Cependant, l'utilisation en zone urbaine révéla également les limites du concept initial. La portée relativement courte obligeait toujours les véhicules à opérer dangereusement près des lignes ennemies. Plusieurs incidents montrèrent que quelques centaines de mètres supplémentaires pouvaient faire la différence entre une mission réussie et une situation critique. Les ingénieurs militaires commencèrent alors à travailler en urgence sur une modernisation capable d'augmenter la distance d'engagement sans sacrifier la puissance destructrice. Parallèlement, la réputation de l'arme grandissait rapidement. Des rumeurs circulaient parmi les combattants adverses, décrivant une frappe capable de rendre inutiles les abris les plus solides. Cette perception psychologique produisit un effet inattendu. Certaines positions furent abandonnées avant même d'être attaquées, simplement après l'apparition signalée du véhicule dans un secteur voisin. Le système devenait ainsi une arme d'influence autant qu'un moyen de destruction physique. Les opérations se poursuivirent pendant des mois, chaque engagement permettant d'affiner les tactiques d'emploi. Les équipages apprirent à tirer depuis des positions dissimulées derrière des bâtiments, à modifier rapidement leur orientation, puis à quitter la zone avant toute réaction ennemie coordonnée. Cette mobilité contrôlée compensait partiellement les risques liés à la courte portée, mais il devenait évident qu'une évolution technique était indispensable. Au début des années 2000, la décision fut prise d'introduire une version profondément modernisée. Les nouvelles roquettes, plus longues et plus lourdes, permirent d'augmenter significativement la distance de tir tout en renforçant l'effet thermobarique. Le nombre de tubes fut réduit afin d'alléger l'ensemble et d'améliorer la stabilité lors du lancement, un choix qui surprit certains observateurs, mais qui se révéla rapidement efficace sur le terrain. Le système modernisé reçut également un calculateur plus rapide et des instruments de visée améliorés, capables de fonctionner dans des conditions météorologiques difficiles. Ces changements transformèrent la manière dont les équipages planifiaient leurs actions, car ils pouvaient désormais frapper des objectifs tout en restant hors de portée immédiate de nombreuses menaces directes. Alors que la nouvelle version entrait progressivement en service, une certitude s'imposait parmi les responsables militaires: cette arme n'était plus une expérimentation secrète ni un outil limité à un conflit particulier. Elle devenait un élément durable des opérations modernes, prête à apparaître sur d'autres théâtres où des adversaires retranchés tentaient d'utiliser le terrain pour compenser leur infériorité technologique. Et bientôt, ces machines allaient quitter le cadre des guerres locales pour apparaître dans des conflits observés par le monde entier, où chaque utilisation serait filmée, analysée et débattue, transformant définitivement leur image en symbole d'une nouvelle manière de mener la guerre. Au moment où la version modernisée commença à équiper de nouvelles unités, le système changea progressivement de statut. Il ne s'agissait plus d'un moyen réservé à des opérations exceptionnelles, mais d'un outil intégré à une doctrine militaire en pleine transformation. Les conflits du début du XXIe siècle montraient une tendance claire. Les combats se déroulaient de plus en plus dans des zones urbaines complexes ou dans des terrains où l'adversaire cherchait à disparaître sous terre plutôt qu'à affronter directement une armée régulière. Les premières exportations marquèrent un tournant décisif. Plusieurs pays observaient avec attention les résultats obtenus lors des engagements précédents
et cherchaient une solution capable de neutraliser rapidement des positions fortifiées sans engager de longues offensives terrestres. Lorsque les premiers systèmes furent livrés à l'étranger, ils furent immédiatement intégrés dans des opérations réelles, offrant une nouvelle série de données sur leur efficacité dans des environnements totalement différents. Au Moyen-Orient, les combats contre des groupes retranchés dans des zones rurales densément construites posaient un problème similaire à celui rencontré auparavant ailleurs, mais avec une intensité accrue. Les positions défensives combinaient bâtiments abandonnés, tranchées improvisées et réseaux souterrains creusés au fil des années. Les forces locales cherchaient une méthode permettant de briser ces lignes sans subir des pertes élevées lors d'assauts directs. Lors de l'une des premières utilisations dans la région, les lanceurs furent déployés contre une zone évacuée de civils afin d'éviter toute victime non combattante. Les frappes furent précédées d'une reconnaissance minutieuse, confirmant l'absence de population. Lorsque les roquettes atteignirent leur cible, l'effet provoqua une désorganisation immédiate des défenses adverses. Les positions préparées depuis des mois cessèrent de fonctionner comme centres de résistance, permettant une progression rapide des unités terrestres. Les observateurs militaires notèrent un phénomène récurrent. Les structures extérieures restaient parfois partiellement debout, mais leur intérieur devenait inutilisable pour toute activité militaire. Cette caractéristique modifia la perception stratégique du système, car il permettait de neutraliser un secteur sans nécessairement le raser entièrement, réduisant ainsi la durée des combats prolongés. Quelques années plus tard, l'arme apparut dans un autre conflit où les conditions géographiques imposaient de nouvelles contraintes. Des zones montagneuses alternaient avec des plaines ouvertes, obligeant les équipages à adapter leur méthode de tir et leur trajectoire de repli. Dans cet environnement, la mobilité devint un facteur essentiel, car rester immobile trop longtemps augmentait considérablement le risque d'être repéré par des missiles guidés modernes. Un incident marqua particulièrement les analystes lorsqu'un véhicule fut détruit après avoir été localisé par une équipe ennemie équipée d'armes anti-chars avancées. Cet événement confirma que, malgré sa puissance, le système restait vulnérable s'il était employé sans couverture adéquate. Les doctrines d'utilisation furent alors ajustées afin d'intégrer davantage de reconnaissance aérienne et de coordination avec d'autres unités. Parallèlement, la diffusion d'images issues des zones de combat transforma la perception internationale de l'arme. Contrairement aux décennies précédentes, chaque engagement était désormais observé presque en temps réel par des analystes et des médias. Le système, autrefois entouré de secrets, devenait un sujet de débat mondial, alimentant discussions stratégiques et inquiétudes quant à l'évolution des technologies thermobariques. Face à ces nouvelles réalités, les ingénieurs entreprirent une transformation encore plus profonde du concept initial. Les expériences accumulées montraient que la protection maximale offerte par un châssis lourd n'était pas toujours compatible avec la mobilité exigée par les conflits modernes. Les longues distances, les routes désertiques et la nécessité de redéploiement rapide imposaient une solution différente. C'est ainsi qu'apparut une nouvelle génération reposant sur une plateforme à roues plutôt que sur un châssis chenillé. Ce changement radical permit d'augmenter la vitesse de déplacement et de réduire la complexité logistique tout en conservant la capacité de lancer des roquettes thermobariques. L'ajout d'une grue intégrée transforma également le fonctionnement opérationnel, car le véhicule pouvait désormais recharger ses propres munitions sans dépendre d'un convoi spécialisé. Les systèmes électroniques furent entièrement repensés. Caméras thermiques, navigation satellitaire et liaison avec des drones de reconnaissance offrirent une précision inconnue lors des premières versions. Les équipages pouvaient désormais frapper des objectifs identifiés à distance, parfois sans visibilité directe, réduisant considérablement leur exposition aux dangers immédiats. Lors d'exercices militaires à grande échelle, cette nouvelle version démontra sa capacité à engager des cibles simulées avec une rapidité impressionnante. Les observateurs présents comprirent alors que l'évolution du système ne représentait pas seulement une amélioration technique, mais un changement doctrinal complet reliant artillerie, reconnaissance aérienne et automatisation du champ de bataille. Cependant, une dernière étape restait à franchir. Les ingénieurs travaillaient déjà sur des roquettes capables d'atteindre des distances autrefois inimaginables pour ce type d'arme. Si ces développements réussissaient, le système pourrait frapper bien au-delà des lignes ennemies tout en conservant son effet caractéristique, transformant définitivement son rôle stratégique. Au moment où ces nouvelles munitions commencèrent leurs essais, personne ne savait encore comment elles seraient utilisées pour la première fois dans une situation réelle. Mais une chose devenait évidente.
L'arme née dans le secret absolu des laboratoires de la guerre froide s'apprêtait à entrer dans une nouvelle phase, où sa portée accrue changerait non seulement sa manière d'être employée, mais aussi l'équilibre même des engagements futurs. À mesure que les nouvelles roquettes à portée étendue terminaient leurs essais, le système entra dans une phase où son identité changea définitivement. Ce qui avait commencé comme une solution spécialisée destinée à des situations extrêmes devenait désormais une plateforme capable d'opérer à des distances comparables à celles de certaines artilleries modernes, tout en conservant un effet unique que peu d'armes pouvaient reproduire. Les stratèges comprirent rapidement que cette évolution ouvrait un champ d'utilisation entièrement nouveau, dans lequel la rapidité de frappe et la précision de l'information jouaient un rôle aussi important que la puissance elle-même. Les unités équipées de la version la plus récente commencèrent à intégrer des drones de reconnaissance dans leurs procédures quotidiennes. Avant même que le véhicule ne se mette en position, des appareils sans pilote survolaient la zone afin d'identifier les mouvements, repérer les structures utilisées comme centre de commandement et transmettre des coordonnées actualisées en temps réel. L'équipage n'attendait plus l'observation directe pour agir, car les données numériques permettaient désormais de préparer un tir depuis des positions masquées, parfois situées bien en arrière de la ligne de contact. Cette transformation réduisit considérablement le temps entre la détection d'une cible et la frappe effective. Là où les premières générations nécessitaient une préparation méthodique sous tension constante, les versions modernes pouvaient recevoir une désignation d'objectif, calculer automatiquement la solution balistique et ouvrir le feu en quelques instants seulement. L'arme devenait ainsi un élément d'un réseau de combat connecté, capable de répondre rapidement à des situations changeantes. Dans plusieurs exercices récents, les équipages s'entraînèrent à engager des colonnes simulées de véhicules blindés légers et des zones fortifiées reproduisant des infrastructures réelles. Les résultats confirmèrent que l'augmentation de portée modifiait profondément la sécurité opérationnelle. Les véhicules pouvaient désormais frapper tout en restant hors de portée de nombreuses armes anti-chars portatives, ce qui réduisait le risque immédiat pour les équipages tout en augmentant la flexibilité tactique. Cependant, cette évolution introduisait également une nouvelle complexité. Plus la distance augmentait, plus la coordination avec les moyens de reconnaissance devenait essentielle. Une erreur de localisation pouvait entraîner une frappe inefficace, obligeant les opérateurs à s'appuyer sur plusieurs sources d'informations simultanées. Cette dépendance accrue aux technologies modernes transforma le rôle du commandant de véhicule, qui devait désormais interpréter un flux constant de données plutôt que se fier uniquement à l'observation visuelle. Les ingénieurs poursuivirent l'amélioration du système en introduisant des protections électroniques destinées à perturber les tentatives de guidage ennemies. Des modules capables de brouiller certains signaux furent installés afin d'augmenter les chances de survie face aux menaces contemporaines. Cette adaptation montrait que l'arme n'était plus seulement conçue pour détruire des positions fixes, mais pour évoluer dans un environnement où chaque véhicule pouvait devenir une cible intelligente. Avec l'apparition des nouvelles munitions atteignant des distances proches de 15 km, la philosophie d'emploi changea encore une fois. Le système pouvait désormais soutenir des opérations sur une profondeur bien plus importante, frappant des zones auparavant inaccessibles sans aviation. Cette capacité attira l'attention d'analystes militaires du monde entier, qui observaient comment une technologie née plusieurs décennies plus tôt continuait à se transformer pour répondre aux exigences du présent. Lors d'une démonstration militaire majeure, la plateforme fut déployée devant des observateurs internationaux. Les roquettes quittèrent leur guide dans une séquence rapide, traçant des arcs lumineux avant de disparaître à l'horizon. Quelques instants plus tard, les capteurs confirmèrent la neutralisation complète des cibles simulées. L'exercice montrait clairement que le système avait franchi une étape décisive, combinant mobilité, automatisation et puissance concentrée. Malgré toutes ces améliorations, une constante demeurait. Chaque utilisation rappelait que cette arme reposait sur un principe inchangé depuis son origine, exploiter l'environnement lui-même pour amplifier l'effet de la détonation. Ce concept continuait de susciter fascination et inquiétude, car il défiait les protections traditionnelles et obligeait les adversaires à repenser leurs méthodes de défense. Aujourd'hui, alors que les conflits modernes évoluent rapidement et que la technologie transforme la manière de combattre, le système poursuit sa carrière opérationnelle, apparaissant périodiquement dans des exercices ou des zones de tension
où sa simple présence modifie les calculs stratégiques. Son histoire ne s'achève pas par une disparition spectaculaire, ni par une exposition statique, mais par une réalité plus incertaine, celle d'une arme toujours active, prête à être engagée lorsque les conditions l'exigent. Et quelque part, sur un terrain d'entraînement isolé, un équipage ferme les écoutilles, vérifie une dernière fois les coordonnées transmises par drone et attend l'ordre de tir. Le compte à rebours commence silencieusement, rappelant que, malgré toutes les évolutions technologiques, le moment décisif reste toujours celui où une décision humaine déclenche une puissance capable de transformer un paysage entier en quelques secondes. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like, écris en commentaire quelle arme militaire tu aimerais découvrir ensuite et abonne-toi pour ne pas manquer des prochains récits consacrés aux systèmes les plus étonnants du monde.